vais quand même afficher ma caméra, ce sera plus sympathique. Il nous faudrait presque, on avait dit qu'il nous faudrait une petite musique d'attente, mais bon, comme c'est le dernier live, on n'aura pas le temps de mettre ça en œuvre. Bonjour Anne-Sophie, mais on le trouvera pour les prochains MOOC. Oulala, Hélène, ton son est très fort, je ne sais pas si c'est que moi. Je ne sais pas, je sais pas où on le règle. Je vais voir pour le régler. Non, mais écoute, ce sera très bien comme ça. Je vais parler tout doucement. Voilà, il est 27, on va attendre encore 2 minutes. Je suis impressionnée de voir déjà de voir tout le monde qui est présent un vendredi soir à 5h30. Donc voilà, Denis, je pense que c'est ta présence qui a conduit autant d'auditeurs à se joindre à nous à cette heure tardive. Voilà, donc je ferai une petite introduction courte pour te laisser un temps de parole. Voilà. Avant qu'on commence, si je peux passer un tout petit message à nos auditeurs par rapport en fait au badge et au délai pour passer les tests du MOOC. Donc vous avez, juste en rappel, vous avez jusqu'au 2 juillet à 23h30 pour pouvoir passer les tests des QCM des 5 semaines de ce MOOC. Et vous aurez ensuite jusqu'au 10 juillet pour demander vos badges sur l'espace dédié dans le MOOC. Alors là, il y a certains auditeurs qui nous disent qu'ils n'entendent pas. Vous ne nous entendez pas, c'est ça? Il y a un problème de son. Ah. Personnellement, j'entends bien en tout cas. Ah. Moi aussi. Mais... Moi, je vous entends bien aussi. J'essaie de regarder paramètres techniques. Non, mais je pense que ça va. Ah non, Emmanuel entend bien, donc ça doit être un problème. Plusieurs d'entre vous n'entendent pas. Bon. Vous avez bien réglé vos paramètres en bas? Ouais. Ouais. Essayez de vous déconnecter. Alors, c'est ce que j'allais dire. On débranche le bouton, c'est ça, essayez de vous déconnecter, de vous reconnecter. Mais c'est un problème de... Ça peut être un problème de liaison et de... Mais... quelqu'un a donné un petit tips. Il faut sélectionner le micro et pas l'écoute. Voilà, c'est souvent comme ça que ça commence. Bon, il est 5h30. Donc je vous propose qu'on démarre à l'heure ce live et qu'on essaie de le terminer au plus tard à 18h30 et peut-être un peu avant si vous n'avez plus de questions. Donc aujourd'hui, on a le très grand plaisir d'accueillir Denis Moneuse. Bonsoir Denis, merci de ta présence ce soir. Peut-être d'ailleurs tu peux commencer par nous dire 2 mots, même si tu t'es déjà présenté dans le MOOC, mais peut-être te présenter rapidement. Ensuite, ce que je vous propose, c'est de dire quelques mots en introduction sur les managers, puisque cette session est dédiée aux managers et vous savez que depuis plusieurs années maintenant, on est un observateur finalement éclairé de ce qui se passe dans les entreprises, et là on a compilé plusieurs études sur les managers dont je vais sûrement pas vous faire le compte-rendu total, mais plutôt essayer de vous donner quelques éclairages rapides. Et puis ensuite, Denis prendra la parole et on pourra donc échanger avec vous, répondre à vos questions, commentaires. Et puis donc tout ça nous emmènera jusqu'à la fin de cette séance. Je ne sais pas si Hélène avait d'autres messages pratique à faire passer, mais sinon elle le fera dans le fil de discussion. Voilà. Donc, si, je vais en faire un pour la fluidité des échanges, en fait, au moins sur la première partie, de bien penser à déconnecter vos micros. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans le fil de discussion pour qu'on les reprenne après les différentes présentations. Enfin, introduction pour ce dernier live. Merci à tous.
Voilà, Denis, tu nous dis un petit mot sur toi. Ensuite, j'enchaîne très vite et je te laisse la parole. Parfait. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être là avec vous ce soir. Je suis Denis Moneuse, je suis sociologue. Je travaille sur tout ce qui est santé au travail, tout ce qui est diversité et inclusion. J'ai beaucoup travaillé sur les questions d'absentéisme, de surprésentéisme, donc les gens qui vont travailler alors que leur état de santé va être un arrêt de travail, sur les questions d'équilibre vie pro, vie perso. Donc en tant qu'enseignant-chercheur en France et puis au Canada. Je travaille aussi comme consultant. J'ai créé mon cabinet de conseil il y a 10 ans qui s'appelle Poil à gratter pour accompagner les entreprises sur ces sujets-là. Et j'ai écrit quelques livres, dont certains sur le management. Le dernier, par exemple, c'est sur les erreurs de management. Donc 30 erreurs à éviter pour être un meilleur manager. Et donc peut-être ça rejoindra certains propos qu'on aura ce soir sur les leviers dont bénéficient les managers pour agir pour leurs équipes, notamment sur les questions de santé mentale. Merci Denis. Alors je vois qu'on a beaucoup d'auditeurs qui ont des problèmes, qui ne nous entendent pas. Donc on va juste attendre que tout le monde puisse. Est-ce qu'il y en a quand même qui nous entendent? Juste qu'on est là. Est-ce que ceux qui nous entendent peuvent nous faire un petit message pour nous dire oui, donc Sabine nous entend, Isabelle Marie, très bien. Bon, donc c'est pas tout le monde. Donc ça veut dire que c'est sûrement un problème de réglage. Voilà, donc soit effectivement déconnecter et puis redémarrer. Ah ça y est. Donc pour certains c'est réglé. Voilà, bah, écoute, merci à tous ceux qui ont laissé des petits tips. Alors, peut-être quelques mots pour démarrer sur les managers, puisque on avait pensé que ça pouvait être le thème de cette séance. Peut-être quelques mots d'abord pour dire que globalement, hein, on a aujourd'hui un peu moins de salariés un peu moins de managers pardon, qui se déclarent en bonne santé. Donc ça, c'est un phénomène assez général, mais on a quand même une dégradation de l'état de santé perçu pour tous les salariés. Et c'est vrai aussi pour les managers, et ça concerne beaucoup plus la santé mentale. 6 managers sur 10 nous disent même qu'ils ont en tout cas, ils ont le sentiment d'être épuisés professionnellement. Donc, c'est 10 points de plus que la moyenne des salariés. Donc, il y a vraiment un phénomène d'usure chez les managers. Ça se manifeste d'ailleurs par des troubles du sommeil, par des insomnies. C'est aussi plus d'un manager sur 2. Et peut-être le plus inquiétant quand on termine sur cette question de la santé, c'est la consommation d'antidépresseurs, d'anxiolytiques, de somnifères, qui concerne un quart des managers en 2022. Donc, au-delà de la perception que les managers ont d'être en moins bon état de santé mentale, eh bien, on voit que ça se traduit. Et j'aurais pu vous donner des chiffres concordants sur la consommation, en tout cas le recours à des consultations de psychologie, par exemple. Donc, on a un vrai problème de santé mentale chez les managers qui se traduit dans des arrêts maladie. Donc, ils sont nombreux à s'être vus prescrire un arrêt maladie en 2022. Ils sont beaucoup plus nombreux que les autres salariés à avoir renoncé à leur arrêt maladie. C'est-à-dire qu'ils sont sortis de chez le médecin, ils avaient un arrêt maladie, ils ne l'ont soit pas pris du tout, soit pas pris en totalité. Donc, il y a un phénomène de renoncement très important. Et ça, c'est presque un tiers des arrêts maladie prescrits qui ne sont pas respectés par les managers. Et les motifs d'arrêt maladie, de manière assez naturelle, dans la continuité de ce qu'on vient de dire, eh bien, concernent donc les motifs psychologiques. Donc, ils sont doublement touchés par l'absentéisme, à la fois le leur, mais aussi celui de leurs équipes, puisque vous avez probablement lu les nombreux baromètres qui sont sortis dans les derniers jours et les déclarations du gouvernement, et qui montrent que, eh bien, on est face à un phénomène massif d'absentéisme, notamment donc pour raisons psychologiques. En ce qui concerne le travail, les managers aujourd'hui, donc on l'a vu tout à l'heure, nous disent être épuisés professionnellement. Ils ont le sentiment d'une bien moindre autonomie. Pendant quelques années, là, on avait plutôt progressé et d'ailleurs la mise en place du télétravail avait plutôt conduit à une forme de responsabilisation accrue. On voit depuis quelques mois que ça baisse à nouveau, donc une moindre autonomie, une moindre capacité à prendre des décisions.
un besoin d'adaptation au changement qui est finalement quasi permanent. Le besoin aussi évidemment de mettre en place de nouvelles organisations de travail. Tout ça se traduit, on l'a vu, par plus d'absentéisme, mais aussi un moindre engagement, c'est-à-dire que les managers décrochent en termes d'engagement. Et vous avez peut-être vu aussi récemment plusieurs articles qui pointent du doigt une forme de désamour pour la fonction managériale, donc de moins en moins de managers qui veulent être managers. Un tout petit mot sur les problématiques sociales, avec finalement des managers qui sont comme tout le monde confrontés à des problèmes, on va dire, de gestion de la vie courante, des problèmes de conciliation vie pro, vie perso, qui souvent cumulent d'ailleurs enfants et parents dont ils ont la charge. Et bien des managers qui, pour réussir finalement à tenir toutes ces vies, sont de plus en plus connectés ou ont de plus en plus de mal à se déconnecter. Consultent très régulièrement leur mail le soir, les week-ends, pendant les vacances, et ça va plutôt en augmentation. Et puis c'est un peu la même chose que quand on parlait d'absentéisme. Ils ont non seulement leur propre, on va dire, situation à gérer, mais le Covid est passé par là. On a été habitué aussi à finalement écouter autrement les problèmes personnels de son équipe, et donc le manager absorbe aussi les difficultés de ses collaborateurs. Pour terminer, avant de passer la parole à Denis, je voudrais finalement partager avec vous ce qu'ils nous disent dans ces enquêtes, et notamment ce qu'ils aimeraient voir changer. Il y a des choses qui concernent tout le monde, donc plus de flexibilité. On veut pouvoir gérer son temps, son organisation de manière plus libre. On veut pouvoir mieux équilibrer sa vie pro et sa vie perso. On veut plus d'autonomie. On veut plus de confiance de la part des chefs, que ce soit le chef direct ou les grands chefs. Et puis, les managers expriment un besoin de développement de leurs compétences. Donc ça, je crois que c'est un sujet très intéressant, que finalement la question des filières, notamment des filières managériales, comment est-ce qu'on aide ces managers à grandir. Et donc, il y a un énorme besoin de formation, ce qui est aussi nouveau, parce que dans le passé, les managers étaient plutôt ceux qui demandaient le moins de formation. Et là, en fait, on a des besoins de formation qui explosent, à la fois pour accompagner leurs collaborateurs, c'est une demande très forte, mais aussi des formations pour prévenir les risques psychosociaux. C'est plus de 6 managers sur 10 qui nous disent qu'ils seraient intéressés par une formation pour prévenir les risques psychosociaux. Voilà, un besoin globalement de développement dans leur pratique managériale. Voilà ce que je voulais juste dire en introduction. Ça plante un peu le décor, avec aujourd'hui quand même des managers qui représentent en gros autour de 28% des salariés du privé. Donc il y a beaucoup aujourd'hui de managers, donc on voit qu'on a quand même une population qui est très stratégique dans le fonctionnement de l'entreprise, et qui aujourd'hui va plutôt pas bien, et qui aussi a apporté donc finalement la fragilité des autres. Donc, vaste sujet pour ce soir. Donc, Denis, merci d'être avec nous. Et peut-être, donc, avant qu'on ait quelques questions, je crois que tu as préparé quelques propos liminaires. Merci Anne-Sophie. Donc, tu as planté le décor, mais j'ai l'impression qu'on a un peu plombé l'ambiance aussi. Je vais essayer de montrer que tout ne va pas mal, ou qu'en tout cas, il y a des pistes qui peuvent être intéressantes. Je rebondis sur plusieurs choses que tu as dites sur la formation des managers. C'est vrai que pendant longtemps, en fait, on a pensé que on apprend le management en marchant, et donc qu'on n'a pas besoin de faire des formations management, on apprend sur le tas. Ce qui est assez original comme pensée. Imaginez qu'on vous dise que vous allez être opéré par un chirurgien et que le chirurgien va apprendre en vous opérant. Ça vous ferait peur, moi aussi. Et donc finalement, cette idée d'apprendre en marchant avec le management, elle commence à être mise en cause. Et je pense que la formation du management, il y a beaucoup de choses à faire dessus. Dans les formations classiques, un peu descendantes, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses.
Notamment, il y a vraiment un phénomène d'isolement auprès des managers. Alors moi, je suis plus dans le cadre de terrain, de question qualitative, donc c'est complémentaire des chiffres que tu as pu donner à Anne-Sophie. Mais sur le terrain, en fait, les managers que je rencontre disent qu'ils se sentent isolés. Parce qu'en fait, quand on est manager, qu'on est face à une difficulté, on ne sait pas à qui en parler. Si on en parle à son propre N+1, il y a le risque de passer pour quelqu'un qui est incompétent, qui n'a pas la carrière pour le poste. Si on en parle à des collègues, on peut aussi se sentir mal à l'aise. Et donc, il y a vraiment besoin de groupes de parole, d'échanges entre pairs au niveau des managers. Et ce qui est intéressant, en fait, dans les pratiques que je peux observer dans l'entreprise, c'est les systèmes de parrainage où, finalement, en fait, des nouveaux managers, donc ça peut être jeunes ou moins jeunes, on peut accéder sur le tard à la fonction managériale, vont être accompagnés par des managers qui sont plus expérimentés et qui vont pouvoir les coacher, entre guillemets, pour leur dire, voilà, dans telle situation, avoir un double regard. Par exemple, si j'ai à gérer un collègue difficile, ça peut être utile d'avoir aussi un deuxième avis, celui d'un autre manager plus expérimenté, qui pourra nous dire, voilà, moi dans telle situation, voilà comment je me suis débrouillé. Donc il y a vraiment besoin de collectif finalement pour se sentir un peu moins seul au niveau du management. Une autre chose que je voulais dire, c'était, tu as parlé de télétravail. En 2 mots, il y a une étude BVA qui est sortie hier sur le lien entre télétravail et absentisme, qui est assez intéressante. On voit que finalement, les gens qui sont totalement en télétravail ont un taux d'absentisme assez élevé, parce qu'il y a un phénomène d'isolement qui peut exister. À l'opposé, ceux qui ne font jamais de télétravail ont aussi un taux d'absentisme relativement élevé, parce qu'ils peuvent avoir l'impression qu'on leur fait pas assez confiance si on leur permet pas de faire du télétravail. Sinon, ce qui marche le mieux, c'est quand on a du télétravail qui est sur entre 1 et 3 jours par semaine. C'est ce qui paraît le mieux et ce qui aussi va dans le sens que ce que tu disais, a besoin de flexibilité, d'autonomie. On voit que les managers notamment sont demandeurs qu'eux aussi puissent faire du télétravail et qu'ils puissent choisir éventuellement leur jour de télétravail pour avoir des jours où ils puissent prendre un peu de recul par rapport à leur activité, être moins dérangés par le quotidien et pouvoir prendre du recul sur certains dossiers pour pouvoir prendre des décisions éclairées. Un autre point peut-être que je vais mettre en avant, c'est l'importance du droit à l'erreur. Ce qui cause de l'anxiété ou du stress au niveau des managers, c'est aussi le fait de se dire si jamais je me trompe, si je fais une erreur, comment est-ce que ça va être, quelles sanctions je risque d'avoir en termes de carrière, en termes de sanctions éventuellement publiques qui peut être vécues comme une humiliation. Et donc, ça me semble important de distinguer l'erreur de la faute. La faute, il y a une dimension qui est intentionnelle, une dimension qui est il est sur la culpabilité, alors que l'erreur, c'est en fait, on fait tous des erreurs, l'erreur est humaine. L'important c'est de pas les reproduire. Et donc, je dis souvent que finalement un bon manager, c'est pas nécessairement un surhomme ou une surfemme, mais c'est avant tout quelqu'un qui va apprendre de ses erreurs pour ne pas les commettre et éventuellement réparer les erreurs qu'il a pu commettre auprès de ses équipes. Donc c'est important que dans les entreprises, on laisse ce droit à l'erreur, en tout cas cette sécurité psychologique, pour se dire que si jamais en tant que manager, notamment en tant que nouveau manager, si jamais je fais une erreur, qu'on puisse non pas me couler, me mettre la tête sous l'eau, mais au contraire m'aider à pouvoir rebondir par rapport à ça. Denis, je crois qu'il y avait une main levée. Alors, comme c'est suffisamment rare, C'est parfait. je propose que je ne sais plus qui avait levé la main. J'ai vu ça tout à l'heure, donc je vous laisse peut-être poser votre question à Denis. Je crois que vous vouliez réagir sur la question du télétravail. Alors, c'était Dominique Jacques-Philippe qui avait levé la main. Merci. Si vous voulez réactiver votre micro pour poser votre question. Non. Ah si, pourtant si. C'est bien, Jacques-Philippe a bien levé la main. Jacques-Philippe, vous voulez poser votre question? Vous nous entendez? Non. Bon, écoute, Denis... ouais. J'allais dire, si vous n'avez pas parlé avec si votre micro ne fonctionne pas, n'hésitez pas à inscrire votre question dans la discussion. Comme ça, on pourra vous répondre en direct. Bon, donc Denis, tu peux reprendre alors. Okay. Je vois Franck qui dit les managers ne font pas d'erreur. C'est vous qui n'avez pas compris. Je sais pas comment interpréter cette réaction. Mais sinon, moi, je peux parler pendant des heures du management, donc le mieux c'est de pouvoir répondre aux questions par rapport à vos demandes, vos problématiques.
Donc peut-être ce que je voulais mettre en avant aussi, c'est l'importance pour les managers de savoir rester à leur place et de pas. Moi, j'ai observé parmi les erreurs de management un peu ce que j'ai appelé des managers sauveurs, le syndrome en fait du sauveur. Parfois en fait on a des gens dans notre équipe qui vont mal, soit des problèmes d'addiction par exemple, des problèmes de santé mentale, parce que ça va ensemble. Et j'ai vu parfois des managers qui voulaient essayer de sauver ces personnes dans leurs équipes, avec le risque de eux-mêmes à se mettre en difficulté. Et en fait, c'est important que le manager il sache rester à sa place, au sens il n'a pas un rôle d'assistant social, de psychologue. C'est des métiers qui demandent des compétences spécifiques et qui demandent aussi une posture spécifique. Donc moi, parfois j'ai vu des managers qui, par bonne volonté, on sait que l'enfer est pavé de bonnes intentions, voulaient parfois jouer un peu un rôle de surmanager et vouloir sauver des gens, par exemple des gens qui avaient des problématiques de divorce difficiles, et donc ils voulaient par sympathie, par empathie aider ses collègues, et parfois en fait en prenant la place du rôle du manager, du médecin du travail, enfin du psychologue pardon, du médecin du travail, de l'assistant social. Donc c'est important en fait en tant que manager peut-être d'inciter si vous avez des gens dans vos équipes qui vont mal, de pouvoir être à leur écoute, mais après les rediriger vers les professionnels de santé qui sauront peut-être mieux les accompagner et surtout trouver la bonne posture, la juste place pour ne pas que le manager en fait se tue à la tâche et finalement en fait parfois perdre confiance en lui parce qu'il n'a pas réussi à sauver une personne qui est en difficulté, sachant que la difficulté peut être liée au travail mais aussi au hors-travail. Donc ça me semble important la posture de pas vouloir devenir un manager sauveur. À l'opposé, j'ai aussi vu une autre erreur, c'est les managers qui veulent montrer un exemple d'être des gens qui sont dans une culture un peu viriliste, qui vont ne jamais être en arrêt de travail, par exemple, qui vont vouloir montrer qu'ils sont un peu des surhommes, des warriors. Et en fait, cette posture peut aussi être délétère, au sens où si vous avez un manager qui vient au travail alors que il est en souffrance, on voit qu'il est extrêmement malade, ça peut donner l'impression à ses collaborateurs qu'ils s'intéressent absolument pas à la question de santé au travail. Donc moi j'ai vu des managers qui voulaient montrer l'exemple en venant travailler en étant malade, et en fait ça avait l'effet contraire recherché. Leurs collaborateurs se disaient mais finalement s'il vient travailler alors que il est extrêmement malade, ça donne l'image d'un manager qui est pas très humain, finalement qui s'intéresse pas aux questions de santé au travail, et donc c'est pas nécessairement un effet positif qui est renvoyé à ses équipes. Denis, tu as raison. Dans notre, là, j'étais en train de regarder les chiffres. Hein. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y a 70% des salariés qui ont travaillé alors qu'ils étaient malades en 2022. Les managers, c'est 78%. Donc, c'est 8 managers sur 10. Voilà. Et tout à l'heure, je vous parlais du renoncement à arrêt maladie qui est bien plus élevé chez les managers. C'est vrai que c'est compliqué. Je pense que pour les managers, c'est un peu comme le télétravail au début. Hein. On s'imagine soit ne pas avoir le droit de s'arrêter, soit que les compétences, finalement, enfin plutôt que les conséquences, la charge de travail au retour, que finalement c'est très compliqué de s'arrêter. Donc pour ces deux raisons-là, on n'a pas le droit de s'arrêter, ou si je m'arrête, ça va être pire au retour, finalement, on ne s'arrête pas. Et c'est vrai que ça envoie une image qui est parfois difficile à accepter et parfois plus néfaste finalement que si c'était vraiment arrêté. Voilà. Je crois qu'il y a Myriam qui nous dit que la culture du management viril est très prégnante dans la fonction publique. Même si on est contre, on doit s'adapter. Donc effectivement, cette culture du management viril, elle peut perdurer dans certains secteurs, aussi bien publics que privés. Est-ce que tu as le sentiment, Denis, je voulais te poser la question tout à l'heure, tu parlais des managers, enfin on parlait tous les deux des managers en général, mais est-ce que tu as le sentiment que les managers ou les dirigeants d'entreprise finalement se comportent de la même manière, ou est-ce que tu as le sentiment que finalement, moi je perçois, mais peut-être évidemment de manière plus lointaine que toi, que on ne parle pas beaucoup des problèmes de santé mentale des dirigeants, notamment des dirigeants de petites entreprises, hein, et pour autant, ils en ont comme les autres, voire même un peu plus. Donc, est-ce qu'on prend assez la mesure finalement des problématiques de
de santé mentale aussi chez les dirigeants. Je ne sais pas si tu as des informations là-dessus. En fait, quand j'en parle avec les dirigeants, souvent, en fait, ils ont l'impression que tous les accords qui sont mis en place de santé au travail ou tous les dispositifs, tous les outils qui existent sont pas pour eux. Ils ont parfois l'impression de se dire, en fait, euh, ils préfèrent, par exemple, consulter à l'extérieur que dans l'entreprise, avec la peur finalement du manque de confidentialité. Si le dirigeant est vu toquer la porte du psychologue du travail, par exemple, les gens vont peut-être s'inquiéter, se demander mais finalement qu'est-ce qui se passe. Et donc beaucoup d'entre eux me disaient que ils se sentent pas légitimes pour faire appel aux outils de leur propre entreprise et qu'ils préféraient finalement chercher de l'aide à l'extérieur plutôt que dans leur propre entreprise. Et après, je pense qu'il y a aussi encore un sujet tabou par rapport à ça, au sens où plus on est dans l'entreprise, plus il faut montrer qu'on a les épaules assez larges, etc. Et donc, il y a une sorte de déni, je pense, qui est plus élevé aussi chez les dirigeants, qui ont du mal à accepter ou à voir en fait que ils sont en difficulté parce que ça remet en cause leur image, ça remet en cause l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Donc, il y a encore beaucoup de déni, me semble-t-il. Ouais. Ce que tu disais sur l'écoute, moi, me semble clé. Hein. Je pense que avoir des espaces dans lesquels on peut discuter, échanger sans jugement, hein, et puis pouvoir finalement bénéficier du soutien, soit de ses collègues quand c'est possible, soit de quelqu'un de l'extérieur, ça semble absolument clé. Et c'est vrai on n'est pas formé à ça. Je trouve que dans les écoles, notamment, on apprend encore trop peu ces sujets. Donc, je pense qu'il y a vraiment une voie de progrès importante. Et puis même dans les écoles, hein, on voit bien que la capacité à s'exprimer est souvent plutôt mal perçue que bien perçue. Donc, c'est aussi des choses qu'il faut qu'on corrige dès le plus jeune âge, parce que tout notre système éducatif encourage trop peu finalement à exprimer ses difficultés, ses besoins, et voilà. Et je pense que c'est tout un système culturel qu'il faut essayer de faire évoluer. Et vous avez peut-être vu les annonces du gouvernement là qui face à l'explosion des arrêts maladie envisage de soit instituer, donc rendre obligatoire finalement quelques jours de carence, soit de faire du contrôle. Et j'étais interviewée par l'Express et je leur disais que c'était sûrement pas comme ça qu'il fallait prendre le sujet et que le contrôle était sûrement pas la bonne manière, qu'il fallait plutôt essayer de s'interroger sur les causes profondes de ce qui fait qu'aujourd'hui on est dans cette situation. On est dans cette situation aussi dès le plus jeune âge. Hein. Je parlais de santé mentale tout à l'heure. Ça touche aussi malheureusement les plus jeunes. Mais en entreprise, il faut se questionner sur à la fois les problématiques liées au travail. Je crois que quelqu'un parlait effectivement d'organisation du travail, de capacité à conduire les changements et les transformations. Ça c'est un vrai sujet. Mais il y a aussi la capacité à répondre à des nouvelles aspirations, la capacité aussi à prendre en compte ces fameuses fragilités. Donc je pense que c'est vraiment des réflexions plus en profondeur qu'il va falloir qu'on ait pour essayer de régler ces sujets. Et dans l'intervalle, c'est vrai que la formation des managers me semble, la formation et l'accompagnement, le coaching des managers, me semble un sujet assez important. Je rebondis sur certains propos. Je vois Camille qui dit que parfois on dit à tort que les salariés se mettent en arrêt. Donc effectivement, c'est toujours un médecin qui prescrit un arrêt. Et donc c'est important effectivement de faire attention au vocabulaire. C'est par rapport, vous pourriez me dire sur ce que tu disais aussi Anne-Sophie. C'est vrai qu'en France, on a le stéréotype que les Français sont un peu des feignants et qui veulent pas travailler. Et donc c'est pour ça que c'est vrai dès qu'on parle d'arrêt de travail, absentéisme, il y a toujours un peu cette défiance qu'on a en France sur moi quand je m'arrête, j'ai l'impression que je m'arrête pour des bonnes raisons. Mais si c'est mon collègue qui s'arrête, j'ai toujours l'impression que lui s'arrête et j'ai toujours un petit doute. Est-ce que c'est pas un abus? Est-ce que c'est pas exagéré? Et donc effectivement, on a toujours cette vision un peu des Français qui voudraient pas travailler. Donc on a toujours un peu cette suspicion sur les arrêts de travail qui et après c'est aussi une solution de facilité plutôt que de voir que l'entreprise a peut-être une responsabilité à travers sa politique RH, à travers son organisation, les conditions de travail, le management. C'est plus facile de se dire que c'est la faute des médecins, qui sont trop généreux, c'est la faute des jeunes, c'est la faute de
X ou Y. Souvent, on se renvoie la balle sur l'absentisme au lieu de voir que c'est une solution collective qu'il faut trouver et que la première chose à faire, c'est un diagnostic pour comprendre les causes. Et quand on voit que les causes de l'absentisme, finalement, on se rend compte que il y a des abus, ça peut exister, mais ça reste toujours à la marge par rapport au taux qu'on peut observer. Je vois aussi des commentaires sur Jacques qui dit en pleine pandémie de grippe, vaut mieux s'arrêter. Effectivement, en fait, le problème, c'est que c'est souvent seulement quand il y a des pandémies que on dit aux gens qui sont malades de rester chez eux, parce qu'on dit on a peur de la contagion. Mais en fait, c'est tout le temps le surprésentisme, le fait de travailler quand on est malade. C'est, toutes les études montrent que au niveau médical, on aggrave son état de santé. Il vaut mieux s'arrêter quelques jours et revenir en bonne forme plutôt que de travailler en étant malade. Surtout sans le faire fréquemment, ça augmente le risque d'AVC, le risque de burn-out, etc. Il y a Ben Kassem qui demande est-ce qu'il y a des styles, des modèles de management plus adaptés aujourd'hui aux transformations du monde du travail. Alors, dans le monde de la recherche, le style de management qui est mis en avant aujourd'hui, ce qu'on appelle le leadership transformateur. L'idée, c'est des managers ou des leaders qui vont être dans l'accompagnement de leurs équipes en mettant en avant une vision et c'est manager avec du sens. C'est transformer en fait en donnant une vision de là où on veut aller. Pourquoi ça a du sens d'aller de A vers B, comment on fait pour aller de A vers B. Et donc ce management, ce leadership transformateur, aujourd'hui c'est ce qui est reconnu comme étant un des plus efficaces, à la fois pour la transformation et pour le bien-être des équipes. Après aussi, ce qu'on montre sur les styles de management, c'est qu'il n'y a pas nécessairement toujours un style universel, c'est-à-dire suivant le secteur d'activité, suivant le type de personnes qu'on va manager, il y a des styles qui sont plus ou moins adaptés. On parle souvent du management participatif. C'est vrai que ce management participatif, c'est intéressant quand on est sur des sujets assez complexes, quand on travaille sur le moyen long terme. En revanche, si on est sur le très court terme ou sur des sujets relativement basiques, le management participatif, c'est pas le plus adapté parce qu'on risque de perdre du temps. Je pense par exemple dans l'armée, si on doit réagir de façon urgente, le participatif sera pas du tout adapté. Alors que dans d'autres cas de figure, quand on est plus sur des métiers plus matériels, sur des tâches en fait avec la diversité de collègues, diversité en termes de ethnique, hommes-femmes, etc., ou diversité de façon de penser. Là, le management participatif a plus de sens pour développer la créativité, pour s'assurer que chacun puisse apporter ses idées. Ensuite, il y avait Laurence qui nous dit est-ce que vous ne pensez pas que les problèmes sont plus profonds et que les difficultés sont plutôt d'ordre organisationnel, des mauvais managers de managers? Après, c'est vrai que quand on interroge les managers, ils ont toujours l'impression d'être un peu entre le marteau et l'enclume. Effectivement, ils se plaignent souvent de leur N+1, voire de leur N+2. Par rapport à ça, effectivement, le coaching, ça peut être une solution, ça peut être une idée, mais en même temps, si on peut pas être un coach derrière chaque manager. Donc finalement, si on a un système managérial qui est pensé dans l'entreprise, ça évitera d'avoir besoin de mettre un coach partout. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est que les managers sachent qu'est-ce qu'on attend d'eux. Comment on définit un bon management dans une entreprise. Donc ça veut dire réfléchir sur quelles sont les valeurs qu'on met en avant. Est-ce qu'on parle de management bienveillant? Ici, qu'est-ce qu'on met derrière le management bienveillant? Est-ce que les managers de managers eux-mêmes montrent l'exemple? Parce que souvent on a tendance à reproduire tout simplement ce que fait notre N+1 de façon consciente ou inconsciente. Et donc si notre N+1 va être dans un management par le stress, par la menace, par la peur, on aura tendance naturellement en fait à le reproduire. Donc effectivement les dirigeants eux-mêmes sont extrêmement importants en termes d'exemplarité pour impulser un certain style de management dans l'entreprise. Ensuite, on a Michael C. Facile qui demande comment faire pour éviter un burn-out. En fait, souvent quand on pense burn-out, on pense au lien entre temps de travail et burn-out. Et ce lien, il existe, mais il est relativement faible. Le lien, il a surtout sur temps de travail élevé, manque de sens et manque d'autonomie égale burn-out. Donc la meilleure façon d'éviter le burn-out, c'est de trouver du sens au travail et de redonner de l'autonomie ou de trouver de l'autonomie dans son travail pour pouvoir adapter ses conditions de travail, adapter son temps de travail, ses horaires de travail. Donc la meilleure chose à faire pour lutter contre le burn-out, c'est le sens, l'autonomie. Après, c'est à voir est-ce que le burn-out, c'est une personne qui sera en burn-out? Peut-être qu'il y aurait aussi des gens qui ont un niveau d'ambition extrêmement élevé. Moi, j'avais été très marqué par une femme que j'avais interviewée qui avait fait un burn-out et qui était en train de faire un deuxième burn-out.
Et en fait, c'est intéressant de voir qu'elle n'avait pas réussi à tirer des leçons de son premier burn-out. Finalement, elle se mettait la pression en grande partie elle-même et qu'elle cherchait toujours à faire plus, même plus que ce que son propre manager lui demandait. Donc il peut y aussi avoir parfois des dimensions individuelles sur lesquelles on peut travailler. Ensuite, Myriam, certains collaborateurs sont positionnés sur des postes de management suite à une promotion, sans pour autant s'assurer qu'ils aient les prérequis. C'est une réelle problématique qui la progression des RPS, leurs propres risques sur leurs collaborateurs. Oui, donc c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Effectivement, souvent en fait, on va penser qu'on va apprendre le management en marchant. Le problème, c'est que souvent, ça fait de la casse. Donc effectivement, après tout le débat, c'est est-ce que on envoie en formation des personnes avant de devenir manager, avec le risque que les formations soient un petit peu abstraites, parce que si on n'a jamais expérience de management, les formations peuvent sentir un peu trop précoces. Et si on attend trop, après, finalement, on laisse les managers dans des situations à risque, ou même parfois sont en difficulté parce qu'ils n'ont pas les clés, ils n'ont pas les compétences pour s'en sortir. Donc c'est toujours le débat de savoir à quel moment on forme les managers, est-ce que c'est tout de suite, ou est-ce qu'on attend un peu qu'il y ait le temps de sentir un peu sur le terrain comment ça se passe et voir les questions, les difficultés auxquelles ils sont confrontés. N'hésite pas à réagir aussi, Anne-Sophie, si tu veux compléter ou... Non, j'essaie de lire aussi les questions et de voir un peu les sujets qui sont posés. Moi, je pense que sur la question aussi du management, on réduit, pour des raisons d'économie, on réduit en ce moment beaucoup la discussion dans les entreprises sur la portée managériale. On fixe des règles et on dit, ben voilà, dans mon entreprise, la portée managériale minimum, c'est 7 collaborateurs, par exemple. Mais en fait, c'est ce genre de règles qu'il faut vraiment combattre parce que il y a des équipes dans lesquelles on peut, avec du travail d'exécution, on peut avoir des portées managériales finalement plus importantes, des équipes avec des enjeux, par exemple de créativité, etc., qui vont faire qu'on a besoin. On peut pas avoir 10 personnes et que 5 c'est peut-être la bonne. Voilà. Et puis on a des managers plus ou moins matures, plus ou moins armés à tout ça. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup d'entreprises qui prennent le sujet sous l'angle de la portée managériale et on voit que ça crée souvent des difficultés. Donc, il faut aussi qu'à votre niveau, vous arriviez à essayer de convaincre. Après, c'est des règles faciles quand on est le patron d'entreprise de taille moyenne ou grande. C'est vrai que c'est compliqué de faire du trop individuel. Donc, il faut trouver des règles collectives. Et typiquement, la portée managériale, c'est une bonne règle collective. De même que les programmes de formation et de montée en compétences des managers, c'est compliqué d'individualiser le sujet. Donc, il y a parfois, une fois par an, des programmes. Quand il y en a, c'est déjà super. Mais des programmes de formation management. Et moi, je suis frappée de voir qu'on oublie finalement la formation quelque part un peu continue, c'est-à-dire qu'un manager, ça a besoin en permanence d'être nourri, d'être enrichi, parce que la délégation, on va l'apprendre pendant une journée, ou l'art du feedback, on va l'apprendre pendant une journée, après on va l'avoir pratiqué, on va l'avoir oublié. Donc on a besoin en permanence de se recaler avec soi, avec les autres, avec son équipe. Et ça, c'est difficile parce que ça rentre pas non plus toujours dans le cadre légal de la formation. Moi, j'entends beaucoup d'entreprises ou de DRH ou même de managers qui disent oui, mais ça, tu vois, ce programme-là, il n'y a pas assez d'heures, ou quand tu découvres, ça rentre pas dans la formation. Donc, les entreprises qui n'est pas financées, elles vont avoir du mal du coup à le déployer. Voilà. Donc, il faut parfois ruser ou trouver d'autres moyens, mais je pense qu'on va devoir vraiment réinventer la manière dont on forme et on accompagne les managers, parce que on voit bien que la manière dont on le prend aujourd'hui, c'est pas toujours satisfaisant. Voilà, ce qui a permis à Denis de prendre un peu d'avance sur les questions et du coup, il va pouvoir y répondre. Ouais. Je pense aussi à une chose, je pense aux managers en difficulté que j'ai pu rencontrer. Pour certains, en fait, ils étaient managers sans vouloir l'être. C'est-à-dire que dans beaucoup d'entreprises, la seule façon de monter, ou la voie principale pour monter dans la hiérarchie, c'est de passer par des postes de management. Et je rencontre parfois des managers qui deviennent managers parce que ils veulent progresser dans la hiérarchie, sans nécessairement avoir le goût et l'appétence pour le management. Et ça, c'est une difficulté finalement, c'est de se trouver sur des postes où on se sent pas très à l'aise, très adapté pour ça, mais on le fait par devoir en disant il faut que j'ai au moins un poste de manager pour pouvoir monter dans la hiérarchie.
Donc c'est aussi ça peut être une source de difficulté. Et puis une autre chose auquel je pensais, c'est aussi les managers que je rencontre, c'est la frustration d'avoir très peu de temps pour faire du vrai management. C'est-à-dire, ils me disent, en fait, on passe tellement de temps en réunion à faire du reporting, à gérer des données sur SIRH ou Excel, etc. Finalement, le temps qu'ils sont sur le terrain à être vraiment proche de leurs équipes sont assez limités. Et ils ont parfois un peu de frustration par rapport à ça, en disant finalement, moi j'ai voulu être manager pour être proche de mes équipes, pour les accompagner, les faire monter en compétences. Et finalement, je passe la plupart de mon temps sur mon ordinateur, dans des réunions, à faire du reporting et pas être auprès de mon équipe. Et ça fait une source de frustration aussi, du coup, parce que plus voir le sens du management en tant que tel. Pour compléter ce que tu dis, et moi je suis aussi le manager de 60 collaborateurs, hein, j'ai une équipe de 60 personnes, et on est confronté comme tout le monde à ces sujets. Hein. Il y a un sujet avec lequel on n'est pas toujours à l'aise, hein, enfin deux d'ailleurs. Il y en a un, c'est les réunions. Donc on fait des réunions, et si on était plus efficace sur les réunions, on gagnerait du temps pour faire du management. Et en fait, il y a sûrement des réflexions à mener sur la gouvernance. Hein. Dans les entreprises, on fixe une stratégie, on définit des modes de gouvernance, hein, comment est-ce qu'on va piloter cette stratégie, et puis derrière, il y a l'organisation. Et en fait, souvent, on oublie cette phase intermédiaire, c'est-à-dire qu'on passe finalement de la stratégie à l'organisation. Et en fait, ce qui peut créer des soupapes et des endroits finalement d'ajustement et d'optimisation des modes de fonctionnement qui créent souvent des tensions ou qui permettent de mieux gérer son temps, c'est la gouvernance. Donc, je crois qu'on ne vous incitera jamais autant à vous poser la question de la déclinaison de la stratégie dans l'équipe, ça c'est évident, mais la manière dont vous allez finalement gouverner les projets que vous avez à mener, et seulement après, une fois que tout ça c'est fait, l'organisation en tant que telle. Mais si tout ça c'est bien calé, alors on doit théoriquement passer moins de temps en réunion ou avoir des réunions plus productives, et on doit retrouver des échanges, des lieux dans lesquels on sait pourquoi on se réunit, on sait pourquoi on se retrouve, et on prend donc les bonnes décisions. Donc ça, je crois que c'est vraiment important, hein, stratégie, gouvernance, organisation, c'est absolument clé. Et l'autre élément, ça Denis le disait, mais je saurais que trop y adhérer, c'est que il faut réapprendre aux managers à gérer leur temps et à préserver du temps pour eux, pour pouvoir travailler ou pour pouvoir manager. Et le meilleur moyen d'y arriver, c'est de le bloquer dans l'agenda. Mais comme on a rendu les agendas souvent transparents à ses collègues, ses collaborateurs, du coup, on n'ose pas trop mettre ces plages. Mais je peux vous donner un petit truc basique que moi, j'essaye de m'appliquer. Hein. C'est que j'avais les week-ends qui étaient bouffés, rongés par le travail tout le temps. Et donc, j'ai fermé dans mon agenda, j'ai essayé de réserver le vendredi après-midi, qui du coup sert à organiser des lives pour le CNAM, donc ça c'est pas mal. Donc j'ai essayé de bloquer mes vendredis après-midi et 2 heures le lundi matin. Donc ça déjà, ça a été une sorte de, pour moi, l'image mentale à laquelle c'était associé, c'était l'idée de la bouée. Et je me suis dit, je vais mettre une bouée autour de mon week-end, parce que comme ça, j'aurai du temps pour travailler le vendredi et rattraper ce que j'ai pas fait, et écrire ou voilà, faire les sujets importants. Et puis si jamais j'ai pas fini, c'est pas grave, j'ai le lundi matin, et donc je sais que j'ai encore mes 2 heures le lundi matin. Et puis ensuite, et ça je crois que c'est vraiment une réflexion de fond pour toutes les entreprises ou organisations dans lesquelles il y a du travail hybride. Là, on entend les DRH qui sont en train de basculer du télétravail, donc du nombre de jours de travail à l'extérieur, à des jours de présence. Et ça change tout parce que ça va amener les managers à organiser le travail et à organiser les collectifs et les jours donc de présence sur site, et donc à recréer des collectifs. Parce que c'est vrai que le télétravail, c'est compliqué, enfin le travail hybride, c'est compliqué, que c'est souvent le manager finalement qui ajuste son propre agenda ou ses jours de présence pour pouvoir voir ses collaborateurs. Donc il faut reprendre finalement du terrain et reprendre du pouvoir sur le travail hybride. Et je trouve que les entreprises qui sont en train de basculer d'un nombre de jours, enfin d'accords de télétravail qui prévoient un nombre de jours d'absence à l'extérieur possible versus des jours de présence sont sûrement, en tous les cas, sur une voie qui me semble intéressante.
mais qui vont nécessiter que les managers s'approprient le sujet et puis la force aussi d'imposer à leurs collaborateurs des jours de présence et que ce soit pas lui qui serve de variable d'ajustement, parce que c'est quand même souvent le cas en ce moment. Il y avait une question, une réaction de Gilles sur le fait qu'on avait tendance à dissocier santé physique et santé mentale. Bien sûr, c'est lié. Dès qu'on est sur les arrêts de travail, par exemple, il y a une dimension psychosomatique qui est importante. Ou quand on parle du burn-out, il y a souvent effectivement on craque physiquement, mais en fait aussi mentalement. Et on sait que dans le burn-out, s'il faut plusieurs mois pour revenir, c'est la reconstruction physique, mais c'est aussi mentalement se remettre au travail. Il y a souvent un sentiment de ressentiment parce qu'on a l'impression que l'entreprise nous a laissé tout seul aller dans le mur. Et donc il y a souvent une dimension de ressentiment qui est pas évidente à gérer. C'est ça que beaucoup de gens qui font un burn-out en fait soit changent d'activité, soit changent d'entreprise pour pouvoir justement se changer les idées, pour se reconstruire physiquement, mais aussi mentalement. Après, je voyais il y avait d'autres réactions sur. J'allais dire, on a une réaction de Isabelle Marie par rapport aux dirigeants de TPE. Aux difficultés des dirigeants de TPE et quelles solutions ils auraient par rapport en termes de système de santé au travail et de quelles solutions existeraient pour ces dirigeants en souffrance. Peut-être je peux donner quelques pistes, Denis, et tu compléteras. D'une part, il y a quelques écoles absolument géniales de formation quelque part des dirigeants, ça s'appelle APM, Association Progrès pour le Management. Donc il y a des endroits dans lesquels finalement les dirigeants se retrouvent entre eux avec des experts pour partager, échanger et continuer à apprendre et trouver du lien. Ensuite, il y a des clubs de dirigeants dans les territoires dans lesquels les dirigeants peuvent là aussi échanger avec leurs pairs. Ensuite, il y a de plus en plus de solutions dans les cas les plus... En tout cas, quand finalement la situation est tellement dégradée que ça a des conséquences sur l'économie de l'entreprise ou inversement, quand la situation économique de l'entreprise est suffisamment dégradée pour que ça ait un impact sur la santé, bien, les tribunaux de commerce sont mis en place en prévention des difficultés des entreprises, non seulement des dispositifs pour les aider au plan économique, mais aussi pour accompagner individuellement les dirigeants. Donc, il y a par exemple une initiative qui s'appelle SOS Entrepreneurs, qui est ouverte aux entrepreneurs et qui leur permet de trouver du soutien. Voilà, et je crois que ils n'ont pas le temps d'aller voir le médecin, ils n'ont pas le temps d'aller voir le médecin du travail, donc c'est pas ça les solutions, et ils ont le sentiment surtout que ces solutions ne répondent pas finalement à leurs problèmes. Et tout à l'heure, Denis a dit quelque chose qui est vraiment fondamental, c'est que le mal racine du dirigeant, c'est son isolement. On l'a vu, on a fait toutes sortes de travaux sur le sujet. C'est l'isolement qui fait que, à un moment donné, on dégrade sa santé, et c'est l'isolement qui fait qu'à un moment donné, on prend des mauvaises décisions d'un point de vue professionnel, et donc on court à la catastrophe. Donc, l'enjeu, c'est de désisoler par tous les moyens possibles les dirigeants, d'où ce qu'on évoquait sur les clubs, les soutiens, les lignes d'écoute dédiées. Voilà. Donc, je crois que c'est vraiment ça le sujet, c'est l'isolement du dirigeant. Alors, j'oublie un truc très important. Patronale, puisque les dirigeants appartiennent souvent à des branches professionnelles. Enfin, en tout cas, chaque entreprise est gérée dans le cadre d'une branche, et les fédérations patronales, dans certaines branches en tous les cas, organisent, mettent en place des moyens donc pour aider les dirigeants. Donc c'est aussi une des sources possibles d'aide. Je rejoins tout à fait ce que tu dis, j'aurais fait la même réponse. Juste, je rajouterai un point sur l'importance de coupure quand on pense à l'équilibre vie pro, vie perso. Moi, j'avais interrogé justement des dirigeants par rapport à ça. Et ce qu'ils me disaient, c'est qu'une de bonnes pratiques, c'était vraiment de faire un sas entre le travail et la maison. Donc, l'un d'entre eux, par exemple, me disait qu'ils faisaient exprès de faire un grand tour à pied pour rentrer chez lui, qu'il habitait tout proche de son entreprise, pour vraiment avoir le temps de décompresser
et de changer les idées en fait entre le travail et puis la maison. Et un autre que j'avais rencontré me disait, une cliente rentrait chez lui en voiture et me disait en fait, avant de sortir de ma voiture, je m'assure d'être totalement disponible pour être avec ma famille. Parce que comme je travaille beaucoup, ma famille, c'est important que ce soit du temps de qualité quand je suis avec eux et que je sois pas en train de penser à tous mes dossiers. Donc parfois, ils se garaient, ils restaient encore 5 minutes dans sa voiture, ils faisaient le point sur tout ce qu'il devait faire le lendemain, etc. Et quand il sortait de sa voiture et qu'il ouvrait la porte de sa maison pour retrouver sa femme et ses enfants, il était totalement disponible. Et donc, c'était l'importance du temps de qualité qu'il pouvait avec sa famille pour vraiment se changer les idées et après prendre du recul par rapport à son activité. On sait qu'aussi que c'est l'investissement sur tout ce qui est le hors travail, le fait de faire du sport par exemple, faire de la relaxation, etc. A priori, on peut penser que c'est du temps perdu si on est pressé, mais en fait, c'est vraiment du temps gagné. Et donc, les dirigeants, ça, c'est important qu'ils prennent le temps justement de prendre du temps pour eux, pour prendre un peu de recul par rapport à leur activité et garder la tête froide pour prendre des bonnes décisions et gagner en créativité. Il y a aussi une question de Christelle après sur les questionnaires pour prendre la température sur le stress. Ils sont très bien, mais nombreux sont ceux qui n'osent pas répondre par crainte de traçabilité. Donc effectivement, comment faire pour convaincre les salariés, les managers de répondre à ces questionnaires? C'est une bonne question. En général, le taux de réponse, il est plus important si le questionnaire il est fait par un organisme extérieur. Donc, il y a plus de confiance si c'est un organisme extérieur qui peut garantir l'anonymat, la confidentialité des questionnaires. Après, ce qui joue beaucoup sur le taux de réponse, c'est aussi l'historique. Si les salariés ont répondu déjà à 2 baromètres ou 2 questionnaires, et qu'il s'est rien passé derrière, ils vont se dire à quoi bon répondre à un 3e questionnaire, sinon ça sert à rien, on nous demande notre avis, mais derrière il n'y a pas d'action. Donc ce qui est important, c'est la restitution de ces questionnaires, et dès la restitution, pouvoir mettre en place derrière des actions pour dire on vous a compris, on vous a entendu, et la preuve c'est que on va mettre en place telle ou telle chose pour vous montrer que le questionnaire c'est pas seulement pour vous écouter, mais c'est aussi pour passer l'action derrière. Je crois que j'avais vu une question aussi, toujours dans les questionnaires, là, sur les taux de réponse. Je pense que sur les questionnaires, il y a aussi un sujet, c'est le rôle des organisations syndicales et l'enjeu de la co-construction. C'est-à-dire que souvent, quand les questionnaires sont co-construits sur des sujets importants, sont co-construits, donc quand, y compris la manière dont sont posées les questions, finalement, permettent à tout le monde de s'y inclure, et quand les organisations syndicales ont été associées, alors ça évite au moins les bruits parasites. Et c'est pareil pour les services de santé au travail, dans les entreprises dans lesquelles il y a des services internes, puisque quand c'est externe, c'est plus compliqué. Mais souvent, les médecins du travail, en fait, sont pas impliqués quand on parle d'enjeux de santé ou de santé mentale au sens large, et ils peuvent être des relais importants. Donc, il ne faut pas oublier de les associer, de les impliquer. Je pense que on fera jamais assez de dialogue sur le sujet. Et puis, le point qu'évoquait Denis est très important, c'est-à-dire que si de toute façon on part d'emblée avec l'idée qu'il ne se passera rien, de toute façon, il n'y aura pas de réponse au questionnaire. Donc, je pense que c'est aussi important d'indiquer déjà qu'est-ce qui sera fait en termes de restitution, comment on va mettre en débat les résultats dans les équipes et l'existence en tout cas, d'une volonté et si besoin de budget pour pouvoir agir derrière. Donc, je crois que c'est vraiment important d'annoncer tout de suite la suite. Au-delà de la co-construction, l'implication des parties prenantes clés, mais il y a vraiment toute cette dynamique. C'est vrai que souvent on répond plus parce que on se dit que ça va rien changer. Et puis il y a un petit truc pratique, mais moi je m'en suis rendu compte aussi dans l'équipe, c'est-à-dire que le titre, quand vous voyez l'état de nos boîtes mail, tous, je pense que personne n'est épargné aujourd'hui, et que vous voyez dégringoler mail après mail, finalement il faut prendre du soin à la manière dont on rédige le titre du mail. Parfois on peut même rajouter des petits pictos qui vont du coup attirer notre attention. Et les premiers mots que finalement le DRH, le manager va adresser en amont
de ce questionnaire, hein, la manière dont il va s'adresser à son équipe ou un DRH va s'adresser aux salariés, c'est clé. Il faut soigner la communication. Voilà, je pense que ça c'est vrai pour la communication interne, mais c'est aussi vrai pour la communication externe. Mais je pense que quand on pense à tous ces petits sujets-là, voilà, et quand éventuellement on fait relire par d'autres, tout ça, ça va faire qu'à un moment donné, on aura plus de chances que ces enquêtes soient menées à bien. Après, dans des petites équipes, ça peut avoir un effet complètement inverse, c'est-à-dire que les salariés peuvent avoir du mal à comprendre que vous avez besoin d'envoyer un questionnaire à votre équipe pour savoir ce qu'ils pensent. Dans des petites équipes, c'est contre-productif. Donc voilà, je pense que c'est vraiment à adapter, y compris les modalités. Hein. Moi, je pense que questionner tout le temps, c'est antiproductif. Vous l'avez peut-être vécu pendant le Covid. Au début, on a commencé par demander aux collaborateurs comment ils allaient, des petits messages, des petits machins, des petites réunions micro. Au bout de 15 jours, 3 semaines, les collaborateurs ont dit ça suffit maintenant, arrêtez de nous infantiliser. Voilà. Donc, je pense que c'est vraiment à adapter en fonction de l'équipe, du contexte et puis de l'entreprise. Sur les questionnaires, c'est peut-être une pratique plus anglo-saxonne. Certaines entreprises, en fait, font un questionnaire qui va être, par exemple, hebdomadaire. Il y aura juste une ou deux questions. L'idée, c'est de pouvoir détecter très vite s'il y a un malaise dans l'entreprise. Donc, si, par exemple, tous les lundis matin ou enfin une fois par semaine, on vous dit comment ça va, vous répondez sur une échelle de 1 à 10. Si une entreprise se rend compte que pendant 2-3 semaines de suite, il y a une dégradation, ça lui permet tout de suite de voir qu'il y a un malaise et qu'elle peut aller creuser avant que le malaise se reproduise. Et ça, je l'ai pas trop vu en France, je l'ai plus vu dans les entreprises anglo-saxonnes implantées en France. Il y a une question de Jacques. Est-ce qu'on peut faire une corrélation entre les managers en difficulté et la catégorie des salariés qu'ils managent? Moi, j'ai deux choses qui me viennent en tête. Des managers en difficulté, j'ai vu surtout des jeunes managers des jeunes managers qui managent des salariés plus anciens. Donc parfois, ils ont un sentiment de manque de légitimité parce que ils arrivent dans l'entreprise ou avec peu d'expérience et ils connaissent beaucoup moins les métiers, le travail que leurs collaborateurs qui sont plus anciens. Et j'ai remarqué souvent ces jeunes managers, ils se réfugient avec d'un côté peut-être un peu arrogant pour essayer d'avoir une posture un peu froide pour se distinguer. Alors que c'est tout le contraire qu'il faut faire sans devenir un manager copain. Ce que les gens attendent, c'est vraiment de la reconnaissance toute simple. Il y a quelques années, j'ai fait une enquête sur l'absentisme pour une entreprise de grande distribution et on s'était rendu compte que là où il y avait moins d'absentisme chez les employés dans les rayons et aux caisses, c'était quand leurs managers les connaissaient par cœur. C'est-à-dire souhaiter un bon anniversaire. C'est savoir qu'un tel a un parent qui est malade, par exemple, lui demander est-ce que son parent va mieux, etc. Toute cette petite relation humaine au quotidien, c'est ce qui faisait vraiment la plus-value du manager et qui disait que dans ces équipes-là, quand les managers étaient proches de leurs équipes, sans du copinage, c'est là qu'il y avait du moins d'absentisme et c'est là en fait que les managers étaient trouvaient du sens à leur travail et que leurs collaborateurs étaient bien. Et peut-être une deuxième point aussi, les managers en difficulté, souvent c'est une des pires choses pour un manager, c'est de manager des experts. Quand on manage des experts, ces gens sont soit assez individualistes, qui ont un ego assez développé, et donc c'est pas toujours évident parce que souvent en fait le manager va être un peu regardé de haut par des experts qui ont l'impression qu'ils n'ont pas besoin de manager. Donc c'est aussi un contexte un peu difficile de management. Ouais, moi je suis très sensible à ce qui est dit là sur l'attention. Je pense que c'est absolument clé. Et l'attention, c'est aussi regarder, alors attention, reconnaissance, mais c'est aussi regarder ses collaborateurs, leur dire bonjour, voir si ils ont l'air fatigués, en forme, voilà. Donc je pense qu'il y a aussi en tous les cas, le care, c'est pas voler au devant toujours des collaborateurs, mais c'est être attentif, attentionné, savoir aussi alerter, avoir le petit mot qui va bien, ou quand on n'est pas capable de le faire, envoyer le collègue lui parler. Donc je crois que c'est aussi remettre de l'humain, se regarder, et voilà. Et ça, je crois que c'est pas forcément toujours simple quand on est à distance, hein, parce qu'on voit bien qu'avec la caméra, on a soit l'air tous fatigués, donc quand on reçoit 10 messages dans la journée en disant t'as l'air fatigué, c'est pas très sympa. Voilà, mais il faut essayer de faire ça. Voilà. J'allais dire que malheureusement, on va bientôt arriver à la fin de ce webinaire.
L'heure est quasiment écoulée, donc je ne sais pas si vous avez un petit mot de la fin ou d'autres. Voilà. Denis, tu veux dire un petit mot de la fin? Puis-je dire un petit mot moi aussi? Non? Ouais. Moi, je vais lire le commentaire de Myriam qui disait qu'elle commençait sa réunion hebdomadaire par la méthode personnelle, identifier les signaux faibles. Et c'est vrai que ça, c'est une bonne pratique. Parfois, il vaut mieux prendre le temps de prendre un café et que chacun dise ce qu'il peut faire, etc. Pour avoir une réunion qui soit productive, plutôt que de faire semblant que tout va bien et puis sinon personne n'est attentif et tout le monde pense à autre chose. J'ai vu aussi une bonne pratique, c'était un manager qui faisait le bureau des pleurs. C'est-à-dire en fait, le matin, il réunissait toute une équipe. Il disait, on va lister tous les problèmes de la journée. Et en fait, comme ça, au lieu que les problèmes arrivent les uns après les autres, il vaut mieux tous les traiter en début de journée. Comme ça peut être des absences, ça peut être un retard de livraison d'un fournisseur, etc. Et en fait, donc il commençait par tout ce qui va mal pour tout gérer en même temps et après tout libérer dans la journée, plutôt qu'avoir les problèmes qui arrivent les uns après les autres et qui donnent à ce moment en fait pour le manager. Merci beaucoup, Denis. Merci à vous tous pour cette participation ce soir. Et puis, je reconnais certains qui étaient là au live précédent. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous, que vous avez surtout appris des choses, trouvé des éléments de réponse. On sera content de vous retrouver l'an prochain. Alors, l'an prochain, on a plein de projets pour vous. On a des projets donc de MOOC donc dédiés d'ailleurs aux managers. Donc, il y aura un MOOC complet dédié à l'intégration des enjeux de santé, de qualité de vie dans la pratique managériale. Voilà, on travaille, on a demandé l'accord là pour pouvoir, Denis va être content, créer un MOOC sur l'absentéisme pour aider à prévenir, gérer et réduire l'absentéisme. Voilà, donc on a ce MOOC santé mentale qu'on va continuer à améliorer, à étoffer. Et d'ailleurs, tous vos commentaires seraient les bienvenus, voilà, pour nous aider l'an prochain à coller encore mieux à vos besoins. Donc, il est 18h30. Je veux dire un immense merci aussi à Hélène, parce que sans Hélène, on ne ferait rien de tout ça. Donc, Hélène, un immense merci pour ton travail pendant tout ce temps. Voilà, à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir à tous. Et au plaisir de vous retrouver très bientôt sur nos prochains MOOC.